Salut. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à cet appareil qui est juste ici, qui est un traceur de courbes Tektronix 577. C'est un appareil qu'on peut apercevoir sur un certain nombre d'épisodes qui traînent ici, dont je me sers assez régulièrement pour tester les choses, pour voir si des composants ont des caractéristiques auxquelles je m'attends. C'est un appareil malheureusement que peu de gens ont, mais bien que ce soit quelque chose d'extrêmement utile. C'est un appareil qui n'est plus fabriqué, malheureusement. Il y a peu de constructeurs qui continuent à produire ce style de choses, ou le peu qui peut encore exister a atteint des prix absolument astronomiques, comme le 370 et 371 qui ont été faits par Tektronix et Sony à l'époque, qui sont a priori encore disponibles, mais qui atteignent des prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros la pièce. Alors, ce sont des appareils qu'on peut encore trouver d'occasion sur eBay. Les prix peuvent varier de quelques centaines de dollars à 1500 dollars ou même plus, selon l'état, selon s'ils sont calibrés, selon les frais de port qui peuvent être colossaux. Avec un peu de chance et un peu de patience, on peut réussir à s'en dégoter quelques-uns. J'ai pu avoir ceux-là pour quelques centaines de dollars, avec quelques problèmes, donc il faut pouvoir les réparer éventuellement et s'attendre à avoir un peu de maintenance à faire dessus. C'est pour ça que si on se lance dans l'achat de ce genre de truc, il est bon de pouvoir acheter ce genre de livres, qui sont les service manuals, qui contiennent les schémas, les procédures de réglage, de calibration, etc. C'est indispensable. Il y en a un pour l'appareil lui-même, et il y en a un pour ce qu'ils appellent les fixtures, c'est-à-dire les embases. C'est la partie basse ici, qui sont interchangeables, il y en a un certain nombre. Il faut avoir aussi le service manual pour ça. Alors, c'est un appareil universel qui permet de tester toutes sortes de composants. Ils sont dédiés à l'origine aux transistors, mais ils peuvent être utilisés très facilement pour certains types de tubes qui ne nécessitent pas d'attaque de grille trop importante. C'est un appareil précis, c'est un vrai appareil de mesure qui permet de vraiment mesurer des caractéristiques précisément, contrairement à des lampes mètres ou des choses comme ça qui donnent une idée et qui permettent de faire des comparaisons entre composants. Il existe plusieurs modèles. Ça, c'est le 577 à mémoire. Il existe une version sans mémoire qui est le type D2. Ça, c'est le type D1. Il existe un modèle un peu plus gros qui est le 576. Alors, pour ceux qui arriveraient à s'en dégoter un, alors là, c'est plus gros. Malheureusement, il est difficile d'en avoir facilement parce que, comme il fait plus de 30 kg, il est difficile de se faire envoyer en dehors par des transporteurs genre UPS ou des choses comme ça où les prix varient entre 300 ou 600 dollars de frais rien que pour l'appareil. Ceux-là peuvent se faire envoyer par la poste s'ils viennent des États-Unis parce qu'ils font moins de 30 kg. Il faut compter entre 100 et 150 dollars de frais de port pour un appareil qui peut faire à peu près entre 200 et 400 dollars. Il faut faire attention quand on achète ce genre de truc parce qu'il y a un tube cathodique et on ne sait pas du tout dans quel état il peut être. Surtout le tube à mémoire, il peut être difficile à trouver, il peut coûter très cher si on a besoin de le changer. Il faut essayer de se renseigner sur l'état de l'appareil avant de l'acheter. Il faut vérifier les boutons, etc. Bon, c'est comme toujours, hein, quand on achète sur eBay, il faut regarder de très près les photos, demander des photos, vérifier si l'annonce est donnée comme pour pièce ou si c'est donné comme fonctionnant et calibré, etc. Bon, aujourd'hui on va s'occuper un petit peu du fonctionnement de ces appareils-là, en quoi ils sont extrêmement bien faits, extrêmement bien conçus. Ce sont des vraies merveilles d'ingénierie. Parce qu'au-delà du fonctionnement de base que j'ai expliqué dans l'épisode à propos du traceur de courbe du pauvre, au-delà du fonctionnement de base, ce sont des appareils où 90% de l'électronique et de la conception est basée sur la protection et les fonctionnalités et la souplesse d'utilisation. C'est essentiellement ça qui prend de la place et qui rend les choses plus complexes. Sur le fonctionnement de base de ça est extrêmement simple. C'est exactement la même chose que ce que j'ai employé avec le générateur BF et l'oscilloscope la dernière fois. C'est exactement la même technique. C'est rigoureusement pareil. Donc, on va regarder un peu plus près les réglages, les possibilités et comment ça fonctionne. Et derrière, on prendra quelques composants et on regardera les courbes et on verra ce qu'on peut en déduire, ce qu'on peut en faire, etc. Alors, voici une vue d'ensemble de l'appareil qui est séparée en plusieurs parties distinctes. Celle-ci, il y a une partie qui est ici à gauche, la partie ici qui est dédiée à une tâche particulière, cette partie-là, et l'embase
qu'ils appellent fixture, qui est une partie qui existe en plusieurs variantes. Alors ça c'est la variante de base, c'est la 177, il existe la 178 qui est une version haute puissance, il existe une version pour circuit intégré, pour faire toutes sortes de tests sur différents types de semi-conducteurs, parce que c'est pas un appareil qui sert uniquement à tester des transistors ou des diodes. Ça peut tester des circuits intégrés, des régulateurs et toutes sortes de choses, et il y a des embases adaptées à chaque fonctionnalité. Donc, c'est assez touffu, il y a beaucoup de fonctionnalités parce qu'il y a beaucoup de combinatoires possibles avec ce style d'appareil. Alors, la première partie, c'est celle-ci, ce qu'ils appellent variable collector. Par convention, les semi-conducteurs ici sont notés sous la dénomination de transistor avec collecteur base émetteur et éventuellement des prises intermédiaires qui sont prises entre les résistances qui permettent de mesurer le courant qui circule dans les électrodes. En général, on utilise à chaque fois les trois collecteurs base émetteurs. Celles-là sont vraiment dans des situations assez particulières. Donc par convention, ces collecteurs base émetteurs, même si on peut utiliser des FET avec drain source gate ou des diodes, cathode anode, etc. C'est juste une convention de nommage. Donc cette partie ici, c'est ce qui est dédié au collecteur. C'est la partie de puissance. Alors ici, c'est un simple autotransformateur. Hein, c'est un truc variable, simplement c'est une variation en pourcentage de la tension qui est appliquée au collecteur. C'est une fraction de 0 à 100%, et ici ça indique la pleine échelle qui est appliquée au collecteur. Alors c'est un bouton assez compliqué parce que à la fois il donne l'échelle de tension, il y a quelques calibres, 6, 5, 25, 100, 400 et 1600 volts, et en même temps, on peut définir la résistance série qui est mise en série avec le collecteur, ce qui permet de limiter la puissance qui est envoyée dans le composant. Alors, ça fonctionne de concert et bon, le fonctionnement est un peu particulier parce que quand on touche à une échelle, quand on passe d'une échelle à l'autre, automatiquement, il met en série une résistance adaptée de telle sorte qu'ici, on a une puissance maximum qui est appliquée. Alors quand on tire dessus, on peut changer la puissance maximum que l'on veut mettre, qui va de 0,15 à 100 watts. Et lorsqu'on change la puissance maximum qu'on met, en fait ça décale la résistance série qui va devenir d'autant plus faible que la résistance maximale autorisée va être plus grande. Et ce pour un calibre en tension donnée. Alors ces données-là vont ensemble. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cet appareil-là, c'est qu'il permet aussi d'avoir des réseaux de courbes qui sont limités en puissance. Ce qui permet d'avoir la fameuse hyperbole dans les réseaux de courbes à puissance constante. Et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de protéger le semi-conducteur qui est en test. Parce qu'il faut bien voir qu'une diode Zener qui risque d'avoir un coude vers le bas et un coude vers le haut à 0,6 volts, il risque d'avoir un très fort courant côté droit et un courant plus faible plus loin côté gauche. Si on fait une étude symétrique par rapport à 0, si on a une Zener de 5 volts, ici on va avoir le coude à 5 volts, mais à 5 volts ici on risque d'avoir un courant gigantesque parce que la diode sera quasiment déjà en court-circuit à 0,6 volts. Donc cette limitation en puissance va tronquer la valeur côté positif pour la diode et va continuer à avancer sans problème du côté négatif. Donc ça, c'est un système qui permet de régler la puissance, les tensions sur l'échelle horizontale, c'est-à-dire ce qui est appliqué au collecteur. Donc ça correspond à la partie horizontale du système et ça correspond à ce qui est envoyé à l'électrode collecteur. Donc ça c'est la partie puissance. Ensuite, il y a cette partie-là, on verra après. La partie d'en dessous, ici, c'est simplement le facteur d'échelle de zoom de l'affichage au niveau de ça. Ça, on a la tension maximum appliquée au semi-conducteur, sachant que c'est une tension variable qui va de 0 jusqu'à la tension max, moyennant un pourcentage près. C'est-à-dire ici, si je suis à 60%, ça va aller de 0 à 60% et revenir. Et ici, c'est simplement le réglage, comme un oscilloscope, le réglage de l'échelle en X à l'affichage. Donc ici, on a le nombre de volts par division en horizontal qui vont de 0,5 à 200 volts.
Ok. Voilà. Donc, il y a aussi une partie dédiée à la base, parce que ça, c'est la tension collecteur, hein, toujours relié à ça. Mais il y a aussi un moyen de brancher d'une manière un peu différente, parce qu'il y a d'autres combinatoires possibles. Et cette partie-là est dédiée à ces branchements particuliers. Mais pour l'instant, on s'en occupe pas. Ici, on considère l'essentiel est sur tout ce qui est tension collecteur et puissance amenée au semi-conducteur. Alors, ici, on a le positionnement horizontal et vertical du spot. Ici, on a des boutons pour inverser la courbe. Parce que comme ça travaille avec du NPN, PNP, toutes sortes de polarités, on peut retourner les courbes dans un sens et dans l'autre. Ça permet, par exemple, de superposer des réseaux de courbes d'un NPN et d'un PNP en même temps, et de l'avoir dans le même sens. Donc il y a tout ce système d'inversion qui complique énormément le câblage interne. Il faut bien voir que simplement le petit bouton ici qui inverse la courbe va inverser tout le système et toutes les polarités des amplis du tube pour pouvoir avoir des courbes qui se retrouvent dans le bon sens. On a la même chose ici au niveau de la puissance, j'en ai pas parlé ici, mais le signal qui est envoyé au collecteur, soit il est symétrique par rapport à 0, ici c'est ce qu'ils appellent la position AC, soit il est positif, donc il est redressé d'un côté, soit il est négatif, redressé de l'autre côté, c'est si on veut un cadran ou un autre. Ou soit, au lieu que ce soit une tension variable, positive, alternative ou négative, il y a aussi une position où c'est simplement un point, une valeur fixe, continue, non variable, à une tension donnée au collecteur. Ça permet ici d'avoir un point et non pas d'avoir toute une échelle horizontale. Mais ça, alors là, j'avoue, je m'en suis jamais servi parce que je m'en sers pas pour spécialement mesurer un point de repos, mais plutôt avoir une caractéristique complète. Donc, globalement, on a surtout une valeur alternative qui permet d'avoir les deux cadrans en même temps, un cadran et un autre. Les deux plus et moins, c'est vraiment pour NPN, PNP, parce qu'en général, c'est toujours la même partie qui nous intéresse. Voilà. Donc, ça, relié à ça, permet d'avoir les courbes, soit dans le sens naturel, soit inversées, pour pouvoir les comparer entre elles. Donc, voilà. Cette partie-là est dédiée à la troisième électrode, c'est-à-dire la base. C'est ce qui va attaquer les semi-conducteurs à 3 électrodes. Donc, ici, c'est là où sont générés les plateaux qui sont mis, envoyés à la base. Alors, ici, il y a toutes les caractéristiques du signal envoyé, de chaque plateau, sachant qu'il y a une portion ici qui est en tension, donc ce qui permet d'attaquer les FET, et tout le reste, c'est en courant. C'est-à-dire ce sont des plateaux en courant qui vont de 0,1 microampère, même 50 nanoampères, jusqu'à 200 milliampères par plateau. Ici, c'est le nombre de plateaux affichés, qui va de 1 à 10. Alors c'est entièrement analogique, c'est ça qui est vraiment marrant. Quand on regarde la manière dont c'est fait, c'est vraiment fait avec que du composant discret et en analogique. Ici c'est toute la gestion de ces plateaux. Ici on a le fait que ce soit un réseau de courbes. Ici c'est le fait qu'il n'y en ait qu'un. Simplement il y a un plateau donné par la valeur ici. Rep, il y aura n plateaux, chacun valant un multiple de la valeur qu'il y a ici, et le nombre de plateaux est réglé là. Ici, on a la vitesse de balayage de chaque courbe du réseau. Les courbes sont synchronisées avec le secteur. Donc, si on est aux US, on va avoir des courbes à 30, 60 ou 120 Hz, et en Europe, en France, on sera à 25, 50 ou 100 Hz. C'est les trois positions, slow, normal et fast, qui sont chaque courbe correspond à soit en slow à 2 périodes, en normal une période, et en fast une demi-période. La courbe d'après sera comme j'ai fait sur le traceur de courbe du pauvre. Une demi-période va faire le premier réseau, l'autre demi-période va faire la deuxième courbe de réseau, la troisième va faire, etc. Ça permet d'aller plus vite, sauf que en fast, chaque courbe de réseau est fait dans un sens opposé. Alors, ça pose un problème. En général, pour mesurer les courbes, on a un problème dû aux capacités interélectrodes. Par exemple, pour un transistor NPN, on a la capacité basse collecteur qui est assez importante. Et si on balaye trop vite, en fait, les réseaux de courbes n'ont pas tendance à se superposer quand on fait un aller-retour, mais à faire quelque chose qui est ouvert. Comme on a quand on fait du XY sur un condensateur, on a non pas une droite, mais une ellipse. Et ça, si on va trop vite,
on se retrouve avec des réseaux de courbes qui sont déformés à cause de ces capacités. C'est pour ça que ce sont des réseaux de courbes qui sont calés sur le secteur, donc qui sont assez lents. Alors, le slow est très lent, ça clignote vachement, et l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il a une mémoire analogique. Il n'y a pas de circuit intégré là-dedans pour ça. C'est une pure mémoire analogique et c'est stocké par le tube cathodique, par une grille qui se charge, par un stockage électrostatique dû à une grille secondaire là-dessus. Alors c'est un système assez malin et grâce à ça, on peut travailler d'une manière lente et avoir des courbes qui se rapprochent le plus des caractéristiques du semi-conducteur sans être influencé par ce problème de capacité interélectrode. Alors, il existe une touche ici qui est pulsed, qui en fait, au lieu d'envoyer des escaliers à la base du transistor, en fait, il envoie juste une impulsion à la fin. Simplement ça permet de tester le semi-conducteur avec des courants et des tensions beaucoup plus fortes et on a juste le point final de la courbe, du réseau de courbes. Ça permet de tester sans échauffer le semi-conducteur et d'aller plus loin dans les caractéristiques, ce qui permet d'avoir juste des points extrêmes pour faire surtout des essais en puissance. Okay, donc ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la partie commune. Le reste, tout ce qui est vertical, est dédié aux embases. Les embases gèrent l'amplification verticale du système. Et comme il y a plusieurs types d'embases, il y a plusieurs systèmes qui sont intégrés et plusieurs fonctions possibles selon l'embase. Alors, les embases classiques comme celle-là ou celle de puissance, elles sont assez pratiques parce qu'elles ont deux positions. Donc on peut tester deux semi-conducteurs en même temps. La position centrale ne fait rien, on passe à gauche ou à droite. En fait, on connecte soit ici la partie gauche, soit la partie droite. Ça, c'est l'échelle verticale. Donc c'est le réglage du gain de l'amplification verticale. Et l'amplification se fait en mesurant le courant aux bornes d'une résistance qu'il y a ici dans le circuit émetteur. En général, l'émetteur est à la masse, le collecteur reçoit la puissance qui vient de cette partie-là, et la base reçoit les tensions ou le courant qui vient de cette partie-là. Okay. Alors, ici, il y a plusieurs moyens de mesurer les semi-conducteurs et plusieurs branchements possibles. Alors, il y a le plus classique vers le haut, qui s'appelle le step gen, mais c'est simplement la puissance arrive dans le collecteur et puis la base est gérée par ça. Open, ici, simplement, c'est la base qui n'est pas branchée. Ici, on est sur la partie émetteur grounded. Ça veut dire que l'émetteur est à la masse, on envoie la puissance au collecteur, on pilote par la base. Et donc ça, les trois possibilités qui sont offertes ici, c'est comment la base est branchée. Soit la base est reliée au générateur de signaux de base, soit elle est en l'air, soit elle est reliée à l'émetteur. Ensuite, on a une partie ici où là, on se retrouve à envoyer les signaux à l'émetteur ou avoir l'émetteur ouvert. Ce sont vraiment des trucs pour calculer, mesurer certaines caractéristiques bien particulières entre l'émetteur et la base. Mais ça, bon, c'est utilisé d'une manière plus anecdotique. En général, on est toujours dans cette position-là. C'est ce qui nous intéresse surtout, c'est les mesures des réseaux de courbes si on a un système à trois pattes ou les mesures et caractéristiques de diodes ou de Zener ou de choses comme ça, qui dans ce cas-là sont uniquement entre collecteur et émetteur. Donc, cette embase, elle, ne sert qu'à la partie verticale. Voilà. Donc, très rapidement, c'est un peu la structure de cette chose-là. Ici, on a quelques trucs supplémentaires. Alors, ici, on a une compensation, looping compensation. C'est simplement un condensateur qui sert à compenser certains effets de boucle qu'on peut trouver. Ici, on a une sortie 12 volts. Ici, on a une sortie qui est celle de l'électrode de base, qui permet, par exemple, de synchroniser un appareil extérieur ou autre chose comme ça. Et un point de masse. Alors, la particularité de ces appareils-là, c'est qu'ils sont extrêmement dangereux. La tension maximum de cathode monte jusqu'à 1600 volts. À côté, un lampes-mètre, c'est vraiment un jouet pour enfants. C'est beaucoup plus dangereux que les lampes-mètres habituels. On pourrait tester une 845 avec ce truc-là, pour peu qu'on puisse amplifier l'attaque de base, c'est-à-dire qu'il deviendrait ici l'attaque de grille. Mais il est tout à fait capable d'envoyer 100 watts dans le composant. Donc, ça, c'est un appareil très dangereux. C'est pour ça qu'à partir de la position 100 volts, on ne peut pas faire de mesure.
Simplement, le truc, même si l'interrupteur de test est mis en route, il n'y a pas de tension qui est disponible sur le semi-conducteur. Il y a un petit bouton ici qu'on appuie, et il faut rester appuyé dessus pour mettre en route la tension sur le semi-conducteur. S'il n'y a pas le couvercle, ça ne marche pas. Et il y a un interrupteur ici qui fait que on ne peut pas tester un composant comme ça, en l'air comme ça. On ne peut pas le faire, on est obligé d'avoir le couvercle et l'interrupteur. Ce sont les sécurités parce que là, on se retrouve avec des prises qui sont disponibles pour les doigts. Et là, 1600 volts là-dessus, le truc, il va pas spécialement limiter le courant. Hein. Ça, c'est la châtaigne assurée. Donc, ce sont des appareils extrêmement dangereux. On est à des facteurs d'échelle beaucoup plus grands que les testeurs de tubes habituels. Alors, ça, c'est le 577. Il existe le 575, qui est un modèle beaucoup plus ancien, qu'on peut trouver moins cher, mais qui est beaucoup moins performant. Il y a le modèle 570, qui est le même dédié au tube. Donc, il a aussi les chauffages filaments et des choses comme ça, mais dont le prix est absolument indécent et absolument ridicule par rapport aux caractéristiques de l'appareil. C'est un très très vieil appareil qui est complètement dépassé. Alors, ici, il y a tout un système de protection contre les courants qui seraient trop élevés dans le semi-conducteur. Donc il y a un disjoncteur ici qui protège le tout. Énormément de circuiterie là-dedans ne sert qu'à protéger et à éviter de tout détruire. C'est l'avantage des Tektronix par rapport aux autres traceurs de courbes qu'on peut trouver. Il y en a certaines références qu'on retrouve régulièrement qui sont en plus fabriquées par exemple par des sous-marques de Tektronix, mais qui sont que des sous-ensembles de ça. Ils n'ont pas de protection, ils ont peu de puissance et ils sont extrêmement faciles à faire sauter et à détruire. Il faut bien voir qu'un mauvais branchement se retrouve avec l'amplificateur qui va mesurer les courants qui circulent. L'amplificateur peut se retrouver à une tension de 1600 volts parce qu'on a court-circuité le collecteur, on l'a mis à la base ou on l'a mis à l'émetteur. Et donc, ces choses-là peuvent instantanément être cramées. Et on se retrouve un peu dans la merde parce que pour réparer ces trucs-là, les composants deviennent de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à trouver. L'avantage des Tektronix, c'est qu'ils sont extrêmement bien protégés et il est quand même pas évident de les détruire par fausse manip. Mais c'est possible. Il faut bien voir que c'est possible. Ce sont des instruments dangereux. Donc, quand on achète ce genre de truc, il est important de vérifier au moins qu'il y ait le couvercle. Même si celui-là, il est un peu cassé, il fonctionne quand même. Il y en a certains qui sont déprotégés pour des raisons pratiques. Alors là, il faut se méfier, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, ce qui est aussi assez intéressant à voir, ce sont les petits boîtiers qu'on peut mettre directement. Le boîtier de test pour les petits transistors. Ça, c'est le boîtier de test pour les diodes et autres trucs à deux pattes. Il existe une version pour TO66, TO3, il existe une version pour les circuits intégrés, pour toutes sortes de brochages et toutes sortes de boîtiers. Ça vaut la peau des fesses par rapport à ce que ça vaut, mais bon, l'avantage c'est que ça rentre dedans et puis voilà. Alors certains ont fait des choses comme ça pour les tubes avec des supports pour des styles CC83 ou même des supports Octal. Ça c'est assez facile à faire parce que ce sont des fiches banane standards qui se mettent dedans. Mais les trucs originaux sont assez bien faits, ils sont fiables, bon, c'est classe à mettre, voilà. J'en ai quelques-uns pour ces appareils-là. Voilà. Celui-là, il est particulier parce qu'il a la mémorisation analogique. J'en ai un autre qui est le D2 qui, lui, ne stocke rien. Ils fonctionnent tous les deux très bien. La version D2 qui n'a pas le stockage a un tube qui est standard, qui est plus facile à trouver. L'autre que j'ai changé le tube et puis j'ai pu trouver un tube pour quelques dizaines de dollars, alors que celui-là qui est un tube à mémoire, il est beaucoup plus chiant à trouver. Et là, ça peut tout de suite monter à 250 $ le tube si on en trouve. Donc celui-là, le tube n'est pas neuf, mais il fonctionne assez bien. Donc là, je vais le mettre en route. Alors c'est vraiment le look Tektronix habituel avec le boîtier entièrement en aluminium. Tout est entièrement en aluminium et pourtant ça fait déjà près de 30 kg. C'est gavé d'électronique, c'est fait à la main, c'est magnifique, hein, c'est vraiment splendide. Hein. C'est avec le boîtier bleu cyan, classe typique. Donc ça, voilà. Alors ici, je viens juste de l'allumer.
Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Donc ici, on voit que là, je suis en fonctionnement AC, donc c'est-à-dire symétrique par rapport à 0. Bon, si j'éteins la tension collecteur, donc j'ai un spot, qui est simplement le 0. Alors quand je suis à 0, ben, je peux le mettre où je veux. Et dès que j'augmente, alors là je vais mettre au centre de l'écran, à peu près, et dès que j'augmente la tension collecteur, en fait, c'est un balayage qui va de part et d'autre de 0 jusqu'à 100%. Ici, alors là je suis à 100%, je suis à 6, ici je suis à 6,5 volts crête, à peu près. Voilà, donc ici, là je suis à 2 volts par division. Alors, il faut se méfier, ici les tensions sont données RMS, ce ne sont pas des tensions... Si, ici ce sont les tensions crête, ce sont les puissances ici qui sont indiquées par rapport aux résistances qui sont en série et la valeur RMS des tensions qui sont là. Donc là, ça c'est le balayage tel qu'il est fait. Alors ça, c'est ce qui est mis tel quel au niveau du collecteur. Alors si je passe en positif, bon bien sûr la courbe, elle se retrouve... le 0, lui, je vais le remettre au milieu. Si j'augmente la tension collecteur, là je ne pars que d'un côté, et je n'ai que la moitié. Et si je passe en négatif, alors c'est pareil, à chaque fois que je change de style de polarisation, en fait le 0 il bouge. Et là, bon, là si je suis passé en négatif, bon ben là j'ai le 0 qui est toujours là, et puis je n'ai que cette tension moitié. Voilà. Donc ça permet de voir en fait ce qui arrive au collecteur lorsqu'on est dans les positions selon le type de semi-conducteur on veut tester. Voilà, alors ça c'est vraiment une présentation extrêmement succincte de cet appareil qui est finalement assez simple à utiliser, mais alors c'est un truc, c'est un nid à erreur dès qu'on commence à vouloir le tripoter un peu parce qu'on a vite fait de se gourer ici, se gourer là, penser à mettre ci mais pas penser à mettre ça. Et il est vraiment facile de faire des erreurs. Alors, il est assez bien protégé, mais on peut quand même faire sauter ces semi-conducteurs sans faire gaffe. Donc il faut vraiment regarder tout ce qu'on fait d'une manière, vraiment à chaque fois, avoir sa procédure et la suivre toujours de la même manière pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ce sont des appareils qui sont quand même bourrés de combinaisons possibles et il est très 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 facile de se vautrer dans les réglages. Donc ici, là, par exemple, j'ai deux transistors, deux N1711. Je vais tester jusqu'à 25 volts, on va dire, 25 volts de tension collecteur. Donc ici, il y a courant base de 0,5 microampères par palier. Bon, je le mets au pif. Hein. Pour l'instant, je le mets au pif. Voilà, bon, on va regarder. Donc là, je me mets, c'est du NPN, donc je me mets côté plus. Ici, je suis à 0, je vais essayer de trouver le point 0, voilà. Donc, comme je vais être dans des caractéristiques positives pour des points NPN, je vais me mettre par exemple ici. Donc là, attention collecteur. Ici, je vais pouvoir passer... Hop, step gen, voilà. Donc ici, ça devrait commencer à... Voilà. Là, j'augmente le courant base. Parce qu'au début, on ne sait pas exactement où il faut aller. Donc, il faut commencer par des courants très faibles et les augmenter au fur et à mesure pour voir ce qui se passe. Donc là, j'ai augmenté la sensibilité verticale. Voilà. Et là, j'augmente le nombre de pas. Je le diminue en fonction. Donc là, je suis en slow. Je vais passer en alors, j'espère qu'à la caméra, ça ne va pas trop sauter. Donc là, j'augmente... chaque pas en courant de base. Ici, là, je suis à 50 microampères. Ici, je suis à 20 microampères. Voilà. Alors, on voit la limitation ici en puissance. Ici, je suis limité à 0,15 watts. Et si je passe à 0,6, je suis passé comme ça. Je passe à 0,15. Voilà. Là, je suis ici à 0,15 watts en limitation. Ça, c'est très pratique, ça. Donc là, voilà. Donc ici, voilà un réseau de courbes d'un 2N1711. Là, j'en ai un autre qui est assez différent de celui-là. Donc, je vais baisser là. Voilà, donc ça, c'est le premier 2N1711. Ça, c'est l'autre. Donc, j'en ai un qui a quasiment 2 fois plus de gain que l'autre. Alors que c'est la même référence. Alors là, quand je passe de l'un à l'autre, on peut facilement
trier des composants. Alors c'est ça la puissance de cet appareil-là, c'est qu'on peut vraiment facilement trier des composants, vu qu'il y a 2 emplacements. Alors ça, c'est extrêmement pratique. Alors si je passe en fast, en fait, il fait une courbe, il revient, il fait exactement ce que j'avais montré dans le cas du... Donc voilà, on va essayer quelques semi-conducteurs divers. Alors j'ai quelques diodes, j'ai un tube à gaz là, un truc assez rigolo, c'est un truc néon, une valve, un redresseur, des transistors, j'ai quelques trucs là. On va tester quelques trucs et retrouver les caractéristiques standards des composants et voir que finalement on ne nous aurait pas menti et ça se passe bien comme c'était prévu. Ben, on va commencer par tester le plus simple bon. On va commencer par tester le plus simple des composants, une simple résistance. Alors vu le principe de fonctionnement de cet appareil là, si je mets une simple résistance ici, la tension qui est au bord de la résistance va me donner un courant qui est mesuré, elle, par l'appareil. Alors j'ai monté une résistance de 1 kΩ, j'ai mis 1 volt par division ici, j'ai mis 1 mA par division vers le haut. Donc si je fais passer du courant dedans, ici je devrais avoir quelque chose qui est pile poil à 45 degrés. C'est-à-dire que comme c'est 1 kΩ, 1 volt me fait 1 mA. Donc voilà, hop. Donc là, ici, j'ai une droite, ce qui est plutôt rassurant. Une droite qui passe exactement à 45 degrés des graduations de l'écran. Donc là, on a une résistance de 1 kΩ, tel que c'est prévu. Alors c'est un moyen assez rapide de vérifier si les résistances sont des ordres de grandeur donnés, mais c'est pas vraiment fait pour mesurer des résistances en soi. C'est un oscilloscope, donc c'est à la précision d'un oscilloscope. C'est pas non plus une précision faramineuse. Donc il vaut mieux prendre un ohmmètre pour ça. Mais ça montre bien le principe du système. Hein, c'est j'applique une tension à un composant et je mesure le courant qui y circule. Alors, une simple résistance, mais ça donne une simple droite. Ok, donc là on va essayer avec une paire de diodes. J'ai monté une diode Zener là, qui permet d'étudier à la fois le côté diode du côté positif et l'effet Zener du côté négatif, ou effet d'avalanche selon la tension où ça se situe. Donc là j'ai centré le 0 au milieu de l'écran. Ici je suis simplement en balayage uniquement positif, donc je vais aller que dans ce sens là, ce sera le côté diode. Donc je passe sur le côté où j'ai monté la diode Zener, donc j'augmente la tension en ces bornes, et là hop, on a le courant qui augmente subitement. Ici je suis à 1 volt par division, je vais passer à, mettons, ici je suis à 0,2 volts par division, là j'ai 1, 2, 3, un petit peu passé, quasiment 4 divisions. Donc là je suis à vers 0,7 volts de seuil de conduction. Donc bon, une Zener c'est pas vraiment une diode qui est faite pour être utilisée en tant que redresseur. On sait pas trop, c'est pas trop le but. Donc une diode standard aurait probablement une tension de conduction qui sera un peu plus basse que ça. Donc ça c'est le côté positif en fonctionnement en diode. Donc je vais réduire la sensibilité et on va passer en mode alternatif, positif et négatif. Donc je me mets à 0 et là le balayage se fait de part et d'autre du 0. Donc là j'augmente le balayage. Voilà, on continue. Alors là, je vais limiter la puissance à 0,15 watts pour être sûr de ne pas... Voilà. Et à un moment, on se retrouve avec une caractéristique de Zener. Donc la caractéristique ici, qui est la caractéristique de diode normale, qui est ici à un cinquième de division. Alors là, je suis à 5 volts par division. Une petite division sur l'écran fait 1 volt. Et le côté vertical positif est un petit peu en dessous d'une division. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, à peu près 0,7 volts. Et de l'autre côté, ici on a deux divisions, donc on a 10 et une petite division en plus, c'est-à-dire 12. On a 12 volts avant que ça ne conduise dans le sens inverse. Et c'est effectivement une Zener de 12 volts qui est installée ici. Donc voici les caractéristiques d'une Zener où on a la diode d'un côté et l'effet Zener de l'autre. Alors, je vais monter ici une Zener de 200 volts à peu près.
et on va pouvoir la tester aussi avec cet appareil. Parce que là, je suis à un balayage de 25 volts maximum sur ce calibre-là, mais l'avantage, c'est que je peux aussi tester des NR de tension beaucoup plus élevés. Donc, on change le composant. Hop. C'est bien, c'est qu'il y a le support qui est dédié à ça. Donc là, toujours pareil, c'est une diode, sauf que de l'autre côté, je vais être obligé de travailler à des tensions beaucoup plus élevées. Ici, je suis obligé de me mettre, alors, pour être sûr, vu que je vais travailler sur des tensions assez élevées, 400 volts, pleine échelle, il faut que je mette avec tout éteint avant de passer à manipuler les boutons. Parce que là, on commence à causer sur des tensions de plusieurs centaines de volts. Donc là, je suis au minimum. Et là, je suis passé à 20 volts par division. Là, il va me falloir peut-être 50 volts par division, vu que c'est une ZNR de 200 volts à peu près. Donc, ici, j'augmente la tension. Et là, hop, j'ai augmenté la sensibilité. Voilà. Donc, voilà la courbe de cette ZNR là. Alors, ici, je suis à 1, 2, 3, 4, un peu moins de 4, je suis à peu près à 180 volts, on va dire, ici, je suis un petit peu en dessous. Alors j'ai peut-être, là j'ai dû être limité en puissance, j'ai augmenté un peu la barrière, pour pouvoir travailler un peu plus loin, voilà. En fait, la limitation en puissance qui est réglable sur ce bouton-là permet d'éviter que les courants s'en aillent vraiment à des échelles. Parce que comme c'est fortement asymétrique par rapport entre le côté positif et négatif, s'il y avait une symétrie parfaite au niveau des courants, ici, quand la tension va balayer ici, je serai à un courant, le composant serait de toute façon détruit depuis longtemps. Et ces limitations en courant permettent de pouvoir étudier des composants qui sont fortement asymétriques, comme celui-là. Donc ici, la ZNR, elle commence à conduire vers 170 volts, à peu près 180 volts ici. Et là, en courant, je suis à 1 mA par division. Donc là, cette ZNR là passe vers 180 volts. Ce sont des composants qui ne sont pas très précis, ils sont à 10%, donc je suis à la limite de la tolérance de ce style de truc. Mais voilà par exemple le style de composant qui est assez difficile à tester autrement. Là, vu les tensions disponibles et vu la gestion des protections, des tests des composants, on peut étudier complètement un composant qui est fortement asymétrique comme celui-là. Donc ça, c'était une diode simple, une ZNR de haute tension. Ok, on passe maintenant à un autre tube à vide. Une valve redresseuse, une 5R4 RCA, 5 volts. Tube ultra classique dans les séries des 5U4 et autres 5Y3, enfin toutes ces séries octales. Alors, ce sont des tubes qui fonctionnent avec des tensions plaques assez faibles parce qu'ils sont en série avec l'alimentation, donc à leur borne règne quelques dizaines de volts, pas plus. Donc là, il est testé à 25 volts de tension plaque. Alors là, il faut être un peu méfiant parce que je teste les deux sections en même temps. Comme le filament est à chauffage direct, j'ai utilisé une alimentation en mode tracking, chacune de 2 volts et demi, et j'ai pris le point milieu comme masse, c'est-à-dire ici la connexion émetteur. Au niveau du filament, donc la connexion émetteur ici est au point milieu virtuel du filament et chaque plaque est reliée ici au collecteur. Donc si j'augmente la tension plaque, là j'ai mis 25 volts, donc il y a une section qui fait ça, donc on est dans une caractéristique de tube à diode standard, et l'autre qui a un peu plus de gain. Voilà, donc voilà typiquement le genre de truc qu'on obtient avec un tube à vide. C'est beaucoup plus doux qu'une diode évidemment. Ici, je suis à 10 mA par division en verticale. 1, 2, 3, j'ai à peu plus de 40 mA. Tout ça pour 25 volts. Donc on est largement dans des mondes très très différents des diodes semi-conducteurs habituels. Ici, on en a deux qui sont pas très semblables. Alors je vais essayer de les stocker en utilisant la mémoire. Je vais stocker, effacer. Donc là j'en ai une et là j'en ai une autre. Donc alors je sais pas si on les voit à l'écran. Voilà. Alors voici les deux courbes stockées.
des deux plaques, des caractéristiques des deux plaques. Il y en a une qui a plus de patates que l'autre. Voilà. C'est l'avantage de la mémoire, c'est que là, ici, bon là je peux même l'éteindre, il n'y a plus rien, c'est stocké directement par le tube. Donc ça permet de voir un équilibre ici du tube, un équilibre qui ferait qu'une alimentation a un résidu, disons, de 100 Hz, parce que il y aurait une alternance qui aurait moins de pertes dans le tube que l'autre. Donc ça donnerait en fait une asymétrie entre chaque demi-alternance au niveau des pertes dans le tube. Ok, donc voilà un tube à vide style 5U4, 5R4, voilà. Alors là on va essayer un truc tout à fait bizarre. Alors, il va essayer de mettre le focus dessus. Alors ça c'est un régulateur de tension à vide à néon. Ce sont deux électrodes torsadées l'une dans l'autre qui simplement servent à avoir une tension de référence. Alors ça c'est très très vieux, c'était fabriqué par Philips il y a très longtemps. C'est un tube, un équivalent de la Zener actuelle, le tube ancêtre de la Zener. Simplement il part de la propriété qu'ont certains gaz quand ils sont ionisés d'avoir une tension quasiment constante à leur borne. Donc ça va être alimenté comme une simple diode, on va dire, avec une tension ici je fais monter jusqu'à 400 volts. Okay. Et donc là je suis à 20 volts par division ici, donc là je suis à 60, 80, 100, 120, hop, c'est passé quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe là? Alors, on voit que le tube, il s'allume, il est allumé, le néon commence à se ioniser. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'alternance augmente en tension, arrive à un seuil où le tube s'allume, et au moment où il s'allume, ces caractéristiques deviennent complètement différentes et une tension continue et constante se met à ses bornes, et après, lorsqu'on continue à augmenter la tension, le courant monte, mais la tension au bord du tube reste constante. Donc en fait on a à peu près une caractéristique de Zener à l'envers, où ça s'arrête à une tension et ça reste à peu près constant lorsque le courant monte. Sauf que, contrairement à la Zener, il faut atteindre un certain seuil avant que le tube s'amorce, et une fois qu'il est amorcé, il reste à tension constante. Alors évidemment on ne l'utilise pas en dynamique comme ça de 0 jusqu'à une tension, on l'utilise sur un point de fonctionnement particulier ici. Dans une alimentation, on va le mettre directement sur un point. Mais on voit que le tube a besoin de s'amorcer, et une fois qu'il est amorcé, il se met sur une caractéristique quasiment verticale, avec des tas d'effets un peu bizarres, parce que, bon, il faut regarder de plus près, mais le tube, quand il est allumé, c'est quand même pas très stable à l'intérieur, ça bouge un peu ici ou là, donc ce sont des caractéristiques qu'on voit sur le traceur de courbe. Il n'est pas censé être utilisé de cette manière. Et voilà, ça c'est un ancien régulateur de tension, et on voit que comme tous les tubes à décharge, il faut une tension d'amorçage, et une fois que c'est amorcé, on a une tension à ces bornes qui reste constante, quel que soit le courant, tant que l'ionisation est maintenue. Alors j'ai remis les transistors tels que je l'avais montré dans la présentation. Là j'ai remis pour avoir un réseau de courbes. Ici deux transistors censés être équivalents. Donc là il est facile de voir en passant de l'un à l'autre que j'ai deux réseaux vraiment différents, parce que ces transistors, même s'ils ont la même référence, ils sont absolument pas pareils. Donc c'est vraiment pas le genre de paire qu'on utiliserait si on cherche à avoir des trucs équilibrés. Alors ça c'est l'utilisation classique du traceur de courbe, mais il y en a une autre qui est tout aussi intéressante, c'est la détection de transistors qui seraient des versions contrefaites. Le problème actuellement, c'est qu'il y a certaines références que l'on trouve très facilement sous la forme d'imitation de composants qui ont été rebadgés, qui ont été réétiquetés, des composants beaucoup moins chers, beaucoup moins solides et moins performants que ceux que l'on veut acheter en réalité. Alors, une des manières de vérifier ça, pour les semi-conducteurs, que ce soit des diodes ou des transistors, c'est de vérifier que leur tension de claquage est bien celle auquel on s'attend. Pour les versions contrefaites, c'est certain, les tensions de claquage seront bien inférieures. Alors,
avec ces appareils-là qui permettent d'obtenir des tensions jusqu'à 1600 volts, on peut vérifier si la tension de claquage du transistor est bien celle attendue par les caractéristiques de la version d'origine. Alors, on va le faire ici avec un 2N1711. Alors, là, on est obligé de toute façon de se mettre dans des tensions relativement élevées, parce qu'on va amener la tension émetteur-collecteur au maximum jusqu'à la tension dite de claquage, qui est la tension à partir de laquelle le courant va subitement augmenter d'une manière exponentielle. Alors quand on reste dans la zone de démarrage, ça n'endommage pas le semi-conducteur, mais ça permet de voir si on est bien avec le composant prévu au départ. Donc ici, j'ai un 2N1711. Je vais utiliser qu'une seule courbe, c'est pas la peine d'avoir un réseau entier, je vais utiliser juste une paire de courbes. Ici, je vais augmenter, là je me suis mis sur une échelle de 100 volts, donc je vais augmenter la tension collecteur jusqu'à un moment où la tension va subitement, le courant va subitement augmenter. Donc hop, je passe à 10 volts par division. Et là, hop, on voit tout de suite que ici, la tension, lorsque la tension passe de 10, 20, alors là je suis à 10 volts, 10, 20, 30, 40, 50, 60, environ 65 volts, j'ai la tension, le courant collecteur qui subitement augmente d'un coup, est quasiment vertical. Alors c'est ici que se situe la tension de claquage. Alors ici il est de l'ordre, oui, de 65 volts. Et ça peut aller beaucoup plus loin pour des transistors de puissance ou des choses comme ça va être de plusieurs centaines de volts. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une grande plage de travail, parce que pour certains transistors qui sont très solides, comme par exemple des Motorola, les MJ802, MJ15003 ou des choses comme ça, qui sont des trucs très robustes, il faut les amener à des tensions assez élevées pour pouvoir voir la tension de claquage. Et à chaque fois, les versions contrefaites ont cet effet-là qui arrive bien avant. C'est parce que simplement la puce qui est dedans n'est pas du tout la puce d'origine. C'est en général des tout petits transistors qui ont été renommés, réétiquetés. Et voilà. Donc ça, c'est une autre utilisation de ce type d'appareil. C'est vérifier qu'on a bien les caractéristiques voulues des composants. On peut faire ce test-là sur des diodes, sur toutes sortes de composants avec une tension maximale à partir de laquelle on a soit un effet d'avalanche, un effet Zener ou une tension de claquage ici. Et ça permet de vérifier si on a bien l'original. Donc voilà une autre utilisation du traceur de courbe qui peut être extrêmement pratique. Ok, on va finir avec un tube double triode 6SL7, juste pour montrer qu'on peut tester ce style de tube. L'avantage c'est que comme on peut brancher deux sections en même temps, on peut les comparer, et donc appairer un tube, appairer ces sections. Alors là je vais l'utiliser jusqu'à 100 volts en tension de plaque. La tension de grille est ajustée par pas de 0,1 volt vers les valeurs négatives. Voilà, donc là j'ai 10 volts par division ici, et en courant j'ai 0,2 mA par division verticale. Donc là voilà une section, toc, voilà. Donc là j'ai le réseau de courbes d'une des sections, j'ai le réseau de courbes de l'autre section. Alors c'est difficile de les comparer comme ça, mais on voit quand même qu'elles sont franchement différentes. Là on peut voir tout de suite qu'il y en a une qui a moins de gains que ça. Celle de droite a plus de gains que celle de gauche. Alors ça c'est vraiment l'avantage. Je peux augmenter le pas de grille, donc les courbes vont se tasser. Ici j'ai 0,2 à chaque fois. La première courbe ici c'est 0 volts. Et là on voit le truc par pas de grille négatif. Alors évidemment je peux retourner les pas, je peux faire toutes sortes de choses, mais ça donne une idée de l'utilisation de ce truc avec un tube. Il y a juste une alimentation ici pour le filament. Il faut une alimentation flottante pour éviter des problèmes qui pourraient survenir, des conflits de masse ou des courts-circuits. Là je l'ai utilisé en flottant, comme ça je suis sûr. Lorsqu'on a des tubes à chauffage direct, il est important d'avoir une alimentation flottante et de prendre la tension de cathode à un point milieu, quelque chose comme ça. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on a les appareils connectés entre eux au niveau de la masse. Bon voilà, donc c'est parfaitement utilisable en tant que testeur de tubes. Ici c'est utilisable pour les petits tubes parce que la tension de grille d'attaque n'est pas trop élevée. Ça peut être utilisable sur des tétrodes et des pentodes, il faut des alimentations supplémentaires pour les écrans.
Les tensions de grille sont beaucoup plus faibles que pour des grosses triodes, donc c'est utilisable aussi. Si on voulait tester des 845, des choses comme ça, il pourrait au niveau de la puissance s'envoyer, mais il faudrait amplifier la sortie de grille. Il faudrait un amplificateur, genre un amplificateur opérationnel haute tension, avec un gain de 4 ou de 5, et on pourrait attaquer une 845. Cet appareil peut débiter 100 watts dans le tube, jusqu'à 1600 volts, donc on peut vraiment faire le réseau de courbes d'une 845 avec ça. Il faudrait juste un amplificateur extérieur pour attaquer la grille. Mais sinon, voilà une utilisation de cet appareil qui est vraiment universelle.